Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans French Fries. Je suis Audrey, je vis à Dubaï depuis 2019. Au fur et à mesure de mes rencontres ici, j'ai souvent été impressionnée par ces femmes qui partent s'installer seules à l'étranger. J'ai donc eu envie dans ce podcast de mettre en lumière le parcours professionnel et parfois personnel de ces femmes inspirées et toujours inspirantes. Et si depuis la France ou ailleurs, ne serait-ce qu'une jeune femme, ou moins jeune d'ailleurs, se sent rassurée quant à son envie d'expatriation après nous avoir écoutés, alors mon contrat sera déjà largement rempli. Bienvenue dans French Fries. Bonjour Marie. Bonjour Audrey. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui et de t'être levée très tôt ce matin. Merci à toi pour l'invitation. En toute transparence, c'est la première fois que je déroge un peu à ma règle de base parce que tu n'es pas arrivée seule à Dubaï à la toute base, mais tu vas nous raconter tout ça. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ton prénom, donc Marie, ton âge et depuis combien de temps tu es à Dubaï, s'il te plaît ? J'ai 36 ans et ça fait 3 ans et demi que je suis à Dubaï. Ok, et du coup, quelle est ta profession actuelle ? J'ai monté une boîte de traiteur. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, tes études, ton parcours professionnel ? Comment t'en es arrivée à te lancer à ton compte ? Ouais, j'ai fait des études dans la cuisine. J'ai mon père qui a une entreprise de charcuterie traiteur, donc j'ai toujours baigné dans la gastronomie. Donc j'ai fait un CAP charcuterie traiteur. Moi, à 15-16 ans, je faisais du boudin et du pâté en croûte. Je trouvais ça vraiment très cool. Sauf que c'est un peu des voies de garage. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de... Moi, je faisais ça par passion, mais il n'y a pas beaucoup d'études supérieures. Il n'y a même pas d'études supérieures. Donc, et comme je ne voulais pas arrêter trop tôt les études, je suis partie après sur une partie organisation de réception, qui était une façon d'apprendre à vendre et à organiser les produits que j'avais appris à créer. Ah d'accord, donc ça se complétait avec ça se complétait, fait et je pensais en fait faire ça juste le temps de mes études et de retourner ensuite en laboratoire en production. Puis en fait, je suis jamais repartie et donc après, j'étais plus sur la partie commerciale. D'accord. Et donc du coup, t'as commencé dans le salariat à la base ? J'ai travaillé la plus grande partie de ma carrière dans le salariat. D'accord. Ou est-ce que tu avais déjà dans un coin de ta tête l'idée de partir à l'étranger ou au début, c'était pas du tout quelque chose ? Non, c'était pas du tout au programme. C'est le Covid qui a accéléré les choses. Et puis les événements sociaux en France qui étaient très impactants pour mon activité, parce que du coup je bossais beaucoup en événementiel. Et donc c'est tout ça qui a fait que j'ai eu envie de quitter la France et d'aller vers un pays où c'était un petit peu moins... où ces événements-là étaient clairement moins impactants. Moins impactés, ok. Et du coup, pourquoi Dubaï ? Question un peu bateau, mais... Parce que justement, quand le Covid est arrivé, je cherchais un peu un pays ou une ville qui continuait à fonctionner, où l'événementiel n'était pas complètement arrêté. Et à cette période, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'options, mais Dubaï en faisait partie. Ils ont été confinés 3 semaines et puis en fait après, ça a été clairement réouvert, c'est beaucoup moins long et... back to normal, quoi. Ouais. Donc c'est comme ça que je me suis que Dubaï s'est offert à moi. Je suis venue passer le dernier confinement ici et puis ensuite j'ai décidé on a décidé de venir. D'accord, oui, parce que donc tu es arrivée, tu étais en couple quand tu es arrivée. C'est ça. Ok. Et du coup, est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver un travail quand tu es arrivée ? Non, pas du tout. J'ai cherché depuis la France. Ah, t'as cherché depuis la France, d'accord. J'ai cherché depuis la France. En fait, j'ai passé le dernier confinement ici. Ensuite, je suis rentrée en France avec le projet de revenir m'installer définitivement ici. Et je me suis laissée 6 mois. Et pendant 6 mois, j'ai activé tous les traiteurs, parce que donc, je suis dans le milieu de la gastronomie, traiteur événementiel, qu'il y avait sur le marché. Plutôt les Français, parce que du coup, c'était un peu plus facile pour moi. Et j'ai eu énormément de retours positifs. J'avais même en fait le choix à la fin entre 3 entreprises. Ça a bien marché. Ça a très bien marché, mais après, je suis dans une industrie très demandeuse. D'accord. Même encore maintenant ? Ouais, même encore maintenant. Tu sens qu'il y a une différence par rapport à pendant le Covid ? Non, je pense que c'est toujours un métier très porteur parce qu'on n'est pas beaucoup à faire ça. D'accord. Il y a une vraie demande. Je peux pas, ça sera peut-être pas le cas pour toutes les industries, mais pour la mienne, il faut reconnaître que c'est pas difficile de trouver un job. D'accord. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a eu d'autres témoignages avec des gens qui sont dans des milieux très spécifiques, plus dans le privé, vraiment, qui visent certains types d'entreprises où c'est plus compliqué. Bien sûr. Mais du coup, c'est quand même positif et encourageant de savoir qu'il y a quand même des domaines où c'est moins compliqué. Moi, je suis arrivée, j'avais 3 offres d'emploi. Ah, d'accord, ah oui. Et du coup, chez que des traiteurs français ? Ou tu avais aussi pu... J'avais un traiteur qui n'était pas et 2 traiteurs français, ouais. D'accord. Ok, et donc du coup, tu t'es dirigée vers un des traiteurs parce que le feeling est mieux passé avec l'équipe ou Ouais, parce que le package était plus intéressant, parce que le projet aussi était plus excitant.
C'était une entreprise qui faisait c'était une épicerie en ligne, en fait. D'accord. Ils n'avaient pas de partie traiteur événementiel. Ok. Il fallait la développer, ce que je trouvais assez Ah oui, donc c'était un beau challenge aussi. Ouais, tout à fait. Donc je suis restée 2 ans en fait à faire ça. T'es restée 2 ans dans cette entreprise. Et est-ce que tu as fait face à des gros challenges par rapport, je sais pas, à la différence de langue, de culture, par rapport au métier que tu connaissais en France? Ouais, surtout les fournisseurs, avec une façon de travailler complètement différente, une qualité de service qui était moindre, donc qu'il fallait quand même réajuster. La barrière de la langue, je dirais c'était plus des barrières de culture. D'accord. Après, tout s'est fait, mais c'est vrai qu'il y avait quand même une grosse différence avec 12 ans de vie parisienne où je connaissais quand même assez bien le marché, oui, tu connaissais le terrain quand même exactement. vraiment bien. Mais c'était intéressant, c'était hyper intéressant. Ok. Et est-ce que tu accepterais de nous dire pourquoi, au bout de 2 ans, tu as souhaité changer d'entreprise? Parce que la difficulté de Dubaï, c'est que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Je pense que tu es au fait de ça. Oui, je pourrais en parler pendant des heures. Voilà. Et donc, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Enfin, c'était une entreprise qui a connu des difficultés financières. Ah, l'entreprise aussi, donc c'était pas que C'était de ton l'entreprise. fait. Ok, c'était d'accord. l'entreprise qui, clairement, avait des difficultés financières et a arrêté de me payer. Ah oui, d'accord. Et donc tu continues à travailler, mais... J'ai continué à travailler, pas très longtemps, mais j'ai continué à travailler parce que mes clients, parce que j'espérais que l'entreprise puisse se relever de ces difficultés-là. Et puis à un moment, j'ai compris que ça allait pas être le cas, donc voilà, on s'est séparés. Et ouais, c'est sûr que Dubaï, c'est beaucoup plus incertain, c'est beaucoup plus volatile, c'est complètement différent de la France. On peut peut-être trouver parfois plus vite, mais c'est vrai que c'est moins stable. C'est clairement moins stable. C'est clairement moins stable. Et puis, quand ça s'arrête, il faut rebondir quand même assez vite parce que c'est pareil, il n'y a pas les aides qu'on peut avoir en France, etc. Non, puis la vie coûte cher. Et la vie coûte cher, exactement. Donc, c'est pas jouable. Et puis, le visa. Je trouve qu'il y a tout de suite une espèce de pression qu'il faut arriver quand même à gérer. Est-ce que l'entreprise a été transparente avec toi en te disant on ne te paye pas pendant tant de temps, ou c'est plus toi qui as senti que... Non, c'est moi qui ai senti. Ouais. Oui, donc tu aurais pu, tu vois, te laisser un peu berner, entre guillemets, puis te retrouver vraiment... Clairement. C'est arrivé à beaucoup de gens qu'on connaît. Ouais, il faut savoir lire entre les lignes, clairement. Ouais, oui, il faut savoir faire un pas en arrière et se dire voilà, il est en train de se passer ça. Tout à fait. D'accord. Et du coup, quand tu as senti que tu pouvais pas continuer avec ce traiteur-là, quelles ont été tes options ou tes choix? Là, je commençais déjà à faire mûrir l'idée de monter une boîte. D'accord, donc tu t'es pas dit je vais repartir en France, par exemple, ou non, je vais partir de Dubaï. Non, j'étais hyper bien ici. Je me voyais pas du tout rentrer en France. J'avais compris, je commençais à comprendre comment le marché fonctionnait et j'avais clairement envie de capitaliser là-dessus. Donc je commençais à avoir cette envie d'entrepreneuriat, mais qui était vraiment très faible. Et quand je suis arrivée à Dubaï, pendant que j'étais donc dans la première entreprise dont je viens de te parler, j'avais rencontré une autre entreprise, dont je peux citer le nom si vous le souhaitez. Elle s'appelle Sonara, c'est des camps de luxe dans le désert. J'avais rencontré la owner de cette boîte et j'étais ressortie du rendez-vous en me disant si un jour je dois bosser autre part... Donc c'était un rendez-vous client à la base. C'était un rendez-vous client, okay. C'était même pas ça en fait, c'était les opportunités de Dubaï. D'accord. Là, le fait que les gens mais sont je veux dire, t'étais pas encore en recherche d'emploi. J'étais pas du tout en recherche d'emploi. J'avais rencontré cette personne et je m'étais dit c'est incroyable, j'adorerais bosser pour elle. Ah, c'est joli quand ça. Et donc je l'avais appelée suite à quand ça s'est fini avec ma première entreprise. Je l'ai appelée clairement au culot, en lui disant je viens de quitter. Est-ce que tu as une place pour moi? Ah oui, d'accord. Et elle m'a répondu oui. Ah mais trop bien. Voilà. Et du coup, quand tu dis des camps de luxe dans le désert, c'est quoi? C'est on peut y dormir, aller manger? Ouais, on peut y manger, on peut y dormir, on peut y faire la fête. Ça se trouve entre Dubaï et Ras Al Khaimah, il y en a plusieurs. Et j'organisais, en fait, j'étais head of sales pour une équipe de 5 personnes, de commerciaux. D'accord. Et donc on vendait des événements et pour le particulier et pour l'entreprise. Donc là, tu étais plus dans la partie vente ou tu étais quand même un peu des fois en opération sur le terrain? Un peu en opération, mais surtout en vente. D'accord. Surtout en et vente. Ça te plaisait quand même? Ouais, j'adorais. C'était hyper. Cette boîte est incroyable, tant dans les produits et les services qu'elle délivre que dans le. Moi, elle m'a pris beaucoup. Sauf qu'en fait, au moment où je rentre en onboarding chez eux, j'ai un ancien client qui m'appelle
en m'expliquant qu'il a un événement de 3 semaines au Louvre à Abu Dhabi. Un ancien client donc que tu avais eu avec exactement, ta première un entreprise. ancien client qui du coup avait appelé ma première entreprise, leur avait expliqué que j'étais partie. Eux avaient arrêté cette activité traiteur puisque je n'étais plus là et qu'il n'y avait plus personne pour la gérer. Donc ils n'étaient pas capables de délivrer. D'accord. Quand ils m'appellent Sonara, c'est pas du tout le créneau. Ils voulaient pas faire ils voulaient pas faire un événement dans le désert. Tu ne pouvais pas prendre ce client Exactement. et lui dire bosse avec telle entreprise, C'est ça. Je suis là maintenant quoi. Et donc en fait ils me mettent un peu face au truc en me disant mais on comprend pas. Genre on a une entreprise de luxe qui veut tes services et tu vas répondre non. Et j'étais là, c'est pas que je veux pas, mais je ne peux mais pas. comment j'ai fait? Et en fait l'idée mûrit. Et je me dis, et si je montais une boîte à côté du job que j'avais pour délivrer cet événement uniquement. Oui, donc tu t'es dit, si je ne dormais pas, voilà. que je faisais que travailler pendant 24 heures sur 24. C'est ça, pendant genre 1 mois et demi. Parce que du coup, juste entre la première entreprise et ta prise de poste chez Sonara, il s'est passé combien de temps? Ah oui, donc t'as même pas... C'est passé 1 mois, c'était pendant les fêtes de Noël. Oui, donc t'as tout enchaîné en fait au final. J'ai tout enchaîné et puis arrive cette demande en fait. Okay. Qui commençait... Donc là, tu venais de commencer chez J'étais en onboarding. Ça faisait 3 jours que j'étais chez eux. Ok. Je fais signer une NOC, donc une non-objection letter à Sonara pour avoir le droit de monter une boîte à côté. D'accord, oui. Donc qui n'était pas concurrentielle. Tu t'es quand même assuré que tu pouvais le faire. Et je dis oui au client. Ok. Voilà, et du coup je monte une licence très rapidement. Donc toi t'es le genre de meuf, tu montes une boîte et en plus de ça t'es en prise de poste dans une autre entreprise. C'était pas du tout prévu. Hein. C'était pas du tout prévu. J'ai fait quelque chose de très simple en fait. J'ai pris le gain potentiel de cette affaire, de cette demande, en plus de... Le gain financier tu veux dire? Ouais, le gain financier. Le gain financier, ouais, le gain financier. Il y avait rien d'autre. Le gain financier, ouais. Mais attends, c'est quand même j'ai pris, exactement, j'ai fait le profit and loss et je me suis dit, ok, ça vaut peut-être le coup de pas dormir pendant 1 mois et demi. Voilà. Et du coup, quand t'as parlé de ça à Sonara, il n'y a pas eu de problème, ils t'ont pas dit... Non, en fait, dans la mesure où c'était pas du tout une activité concurrentielle. Après, faut savoir, et c'est le cas d'autres boîtes à Dubaï, sur 1 an, nous, on avait entre 2 et 3 mois de congés sans solde, imposés. Donc, en fait, face à ça, ces boîtes-là, je pense, sont un peu obligées de dire si tu veux faire un side business à côté, on va pas t'en empêcher. Ouais, tu peux pas dire aux gens, je vous embauche à temps plein, mais par contre, pendant 3 mois, vous avez rien, et puis empêcher de... Oui, je comprends. Donc, ça a été assez simple, et ils ont accepté, et puis du coup, j'ai dit oui à ce client, j'ai monté la licence. Et ça s'est passé comment, ce premier événement? C'était incroyable, ça s'est hyper bien passé, les feedbacks étaient incroyables. Ce qui était difficile, c'était de le faire en si peu de temps, avec 0 structure derrière. Parce que quand ils t'ont contacté, l'événement, il se passait combien de temps après? 3 semaines. Oh la vache, ok. Ouais. Et il durait aussi 3 semaines. Et c'était au Louvre à Abu Dhabi. L'événement durait 3 semaines? Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'était pas une petite... En fait, je suis spécialisée en staff catering. Donc, je nourris les gens qui travaillent sur les événements, pas forcément les gens qui viennent à l'événement. Okay. Et donc, en fait, l'événement peut durer que 2 jours. Mais pour moi, l'événement dure 3 semaines parce que j'ai le build-up, le setup, le jour de l'événement et le dismantling. Oui, tu t'occupes de tous les gens qui travaillent pour l'événement. Donc forcément, même si aussi bien les mecs qui font les décors que le jour J, les hôtesses et que ce genre les artistes, donc c'est beaucoup de travail. Donc, c'est beaucoup de travail et c'est assez long. Et comment tu as trouvé les fournisseurs du coup? Parce que même si toi, ils t'appellent et que tu dis OK, il faut quand même que tu engages aussi une équipe qui travaille avec toi. Ouais, je me suis beaucoup servi de mon réseau de ma première boîte. D'accord. Qui, eux, en fait, n'avaient plus de business parce que du coup, ma première boîte arrêtait cette partie traiteur. Donc, ils étaient ravis de me voir arriver en leur disant attendez les gars, venez, on continue. Je facture plus sous ce nom de boîte-là, mais sur cette nouvelle que je viens de créer. Mais vous me fournissez sensiblement la même chose. D'accord. Et en plus, c'était des gens que tu connaissais, je suppose. Donc c'était des gens que je connaissais la qualité des produits. Ah oui, c'est top. Donc ça allait. J'ai pas fait que avec des personnes comme ça, mais j'ai fait principalement. Ouais, ça t'a permis de pouvoir te lancer avec déjà une base. Tout à fait. D'accord. Ça aurait été un peu just parce que le timing de préparation était un peu même si tu juste. trouves des gens, t'as même pas trop le temps de les tester entre guillemets, c'est ça, de savoir c'est ça. si ça va correspondre avec ce que tu veux. Non, là, je connaissais quand même la qualité de ce que j'allais envoyer. Ok, et du coup, ça, c'était il y a... Ça, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et depuis, un peu moins de 2 ans. T'es restée chez Sonara longtemps en parallèle ou... J'ai fini la saison. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'événement se fait. J'ai des très bons feedbacks.
Et je continue en fait à avoir de la demande. D'accord. Et donc, en fait, l'histoire aurait dû s'arrêter là. Après cet événement, je prenais le cash que ça avait généré et ça s'arrêtait là. Et je retournais tranquillement chez Sonara faire ce pourquoi j'avais été employée. Et en fait, j'ai continué à avoir des demandes. Et sauf que la licence, elle existait, ça y est, la boîte, elle était set-up, Cuisine Cro existait. Donc, quand je recevais les demandes, je me posais un peu moins de questions. Et dès que je pouvais le faire, dès que ça rentrait dans mon agenda, je faisais. Et ça te plaisait? Enfin, tu sentais que et ça je sentais que ça me plaisait. Ouais, c'était pas un poids, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout, c'était un poids parce que j'étais fatiguée, parce que je faisais les 2 jobs, mais c'était hyper excitant. Et donc, j'ai fait toute la saison comme ça. Ce que tu appelles saison, c'est une période spécifique de l'année ou... C'est la saison de l'événementiel chez nous, dans mon industrie, ça commence autour d'octobre et ça va jusqu'à fin avril, début mai. D'accord, ok. Et c'est à peu près la même saison pour les camps dans le désert, parce qu'après il fait trop chaud à Dubaï. Donc, voilà. D'accord. Et donc à la fin de la saison, aux alentours de avril et mai, je me suis demandé ce que je faisais, est-ce que je relançais pour une saison ou pas. Et puis en fait... Et pas. Voilà, pas. Et pas. Donc t'as démissionné ? J'ai démissionné, exactement. Et j'ai pas, du coup, derrière monté une boîte. Elle existait déjà. Ouais. Je me suis juste mis à fond pour la développer. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as eu des moments de creux ou est-ce que ça a continué comme ça avait commencé Parce que tu avais déjà un réseau assez solide. Alors, en fait, pendant que j'étais chez Sonara, les contrats que j'avais, ils étaient suffisants puisqu'ils venaient on top d'un salaire qui tombait déjà, etc. Ouais. C'était juste du plus. Par contre, ce nombre de contrats-là n'était pas suffisant pour avoir une activité. Voilà. Donc, j'ai fait 1 an de prospection, 1 an de business dev à fond. Ça m'a permis de vivre de mon activité très, très rapidement, cette entreprise. Il y a quand même eu 1 an complètement de business dev. Et maintenant seulement, je commence à avoir assez de récurrents. D'accord. Pas pour arrêter le business dev, évidemment, mais en tout cas pour faire tourner la boîte sans... C'est déjà bien. Ouais, c'est bien. Et est-ce que tu as que des clients récurrents ou tu arrives quand même à capter des nouveaux... Je capte beaucoup de nouveaux clients grâce à mon networking. C'est chouette, ça. Je fais beaucoup d'événements ici. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, est-ce que t'as... Enfin, parce que du coup, j'ai bien compris que tu étais partie avec ton réseau un peu que tu avais développé via ta première entreprise, mais je suppose que tu as dû quand même l'étendre quand tu es partie à ton compte. Clairement, surtout que j'avais quand même des targets bien spécifiques de clients avec qui j'avais envie de travailler. D'accord. Donc, il y a des clients que je suis allée voir juste parce que je savais que je voulais bosser avec eux. Et puis, il y a beaucoup de clients que j'ai eus parce que je vais sur beaucoup d'événements ici à Dubaï. Dès que je peux networker, je network. Ok. Jamais dans le but vraiment de vendre ou de rencontrer le client, mais plus d'échanger, etc. Puis après, à Dubaï, tout se fait assez naturellement dans la mesure où tu fournis des produits et services qui tiennent la route et qui sont dans le prix du marché. Ça fonctionne quand même assez bien. C'est rigolo parce que Alizée, que j'ai eue il y a 2 épisodes, m'avait dit pareil qu'elle fait aussi beaucoup d'événements et que c'est jamais que transactionnel, mais qu'elle a pu rencontrer des gens parce qu'ils connaissaient Hôtel, etc. Ou même juste pour échanger sur leur expérience sur le terrain. Ok, donc tu me confirmes moi je recommande à même... fond d'accord. à ceux qui viennent s'installer, encore plus aux entrepreneurs, d'être dans ces réseaux networking, de sortir, de faire énormément de choses, même d'être dans un club de sport, parce qu'en fait les gens sont très 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 ouverts. D'accord. Et donc les choses peuvent aller très très vite. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours eu le sentiment que les gens étaient assez supportifs. Clairement. Quand t'as un projet. Clairement, tout le monde est dans le même état d'esprit. Okay. Tout le monde est très opportuniste. Donc beaucoup plus à l'écoute qu'en France où chacun est dans son job, chacun est dans sa position. Ici, les positions changent très très vite. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment mouvant. C'est hyper mouvant. Quelquefois, ça demande d'être un peu audacieux. Oui, il faut réagir vite aussi. Il faut réagir vite. Et puis vraiment, faut y aller. Par contre, il y a un vrai retour sur investissement. Ok. Et du coup, tu me permets de faire un très beau lien avec le sport, parce que je sais, donc en parallèle de tout ça, comme si ça ne suffisait pas, je sais que le sport prend une grande partie aussi dans ta vie. Tout à fait. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours sportif ? Parce que je pense qu'on peut parler de parcours vu ton palmarès. Ouais, je ne sais pas si on peut dire ça, parce que j'en ai jamais vécu financièrement. Mais je fais des arts martiaux depuis très longtemps et je me suis spécialisée dans le Muay Thai. Donc faut pas t'embêter quoi. Depuis 15 ans. Alors je m'en suis jamais servie en dehors du ring. C'est ça. Non, je t'assure. Mais par contre les clients qui payent pas, si vous m'entendez.
J'allais dire que t'enfiles ton kimono, mais en fait, en Muay Thai, c'est pas un kimono. Ouais, c'est un short et une brassière, mais pourquoi pas. Quoique, j'ai envie de me lancer dans le MMA, donc peut-être qu'à un moment, T'as envie de te lancer dans le MMA? Ouais. T'as fait du Muay Thai donc, ça fait une quinzaine d'années que je fais du Muay Thai et j'ai été championne de France en 2016. Oui, puis après, elle me dit, on peut pas parler de palmarès. Ok. Ouais, c'est gentil. Et donc, vraiment le clair de ma carrière, c'était quand j'étais en France. À Annecy, du coup ou à Paris. À Paris. Et puis, ensuite, quand je suis arrivée à Dubaï, j'ai continué à m'entraîner. J'ai fait des compétitions également ici. Mais c'est pas des compétitions aussi... Le niveau n'est pas aussi fort qu'en Europe. C'est des galas. Ils font matcher 2 combattantes. Ok. Du même poids et du même niveau. D'accord. Et voilà, et on se tape. On se tape. D'accord. Il y a des combattantes que tu as combattu plusieurs fois ou c'est En France, j'ai déjà fait des revanches, ouais. D'accord. Et ici à Dubaï, j'ai gagné tous mes combats, donc il n'y a pas eu de revanche. Ah bah. Voilà. Ok. Pour que ça dure. Et du coup, c'est chouette que tu aies pu continuer. Ouais, et le sport à Dubaï, je recommande aussi à fond. De toute façon, tout le monde en fait. Ouais, je crois que c'est quand même une ville très très sportive. Il y a plein d'offres. La difficulté, je trouve, pour pas être quand même déçue, et moi ce que je dirais, c'est que par contre c'est difficile de retrouver cet esprit club qu'on peut connaître en Europe, où en plus d'aller s'entraîner, les gens créent une vraie communauté, etc. Ouais, je trouve que ça c'est pas facile à Dubaï. D'accord. C'est plus des gens que tu vas voir que quand tu t'entraînes, tu t'entraînes ensemble et après il n'y a pas forcément... Ça. D'accord. C'est ça. Je trouve que c'est difficile. Où ça demande un peu plus d'efforts. Ouais, où ça demande peut-être un peu plus d'efforts. Ok. Alors qu'en France, je trouve que à partir du moment où tu rentres dans un club, tu fais partie d'une certaine famille. Mais quand tu es en club, moi je sais que j'ai fait beaucoup de natation en club et mes copines de natation, je faisais de la natation synchronisée. C'était ma famille, quoi. On se voyait quasiment tous les jours à la piscine. Et c'est des liens très forts que j'ai encore aujourd'hui. Donc, je vois ce que tu veux dire. Ici, c'est peut-être un peu moins fort. Je ne saurais pas l'expliquer. Est-ce que c'est parce que les gens sont hyper busy et que du coup, il y a peut-être un peu moins de... Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi beaucoup de gens qui vont aller à la salle faire leur sport, déjà. Du coup, tu cultives peut-être moins cet esprit pas d'entraide, parce que même quand t'es à la salle de sport, moi, ça m'est déjà arrivé de pas réussir à allumer une machine ou quoi, il y a toujours quelqu'un qui est venu, etc. Ouais. Mais tu fais peut-être ton sport un peu plus pour toi. Ouais, mais après, c'est vrai que toi, tu parles de sport en club, donc c'est quand même différent. Parce que j'ai une copine qui fait du volley en club, et Laurine, que j'ai aussi eu dans le podcast, qui, elle, m'a dit qu'elle avait créé beaucoup de liens très forts aussi dans son club. Donc, je sais pas, peut-être que ça dépend des disciplines. Ouais, peut-être ça dépend des disciplines. Puis des clubs aussi, il y a peut-être des clubs qui favorisent peut-être plus les relations personnelles. Ouais, c'est vrai, clairement. Et donc du coup, là, tu continues encore le Muay Thai ou... Ouais, je continue le Muay Thai et donc je cherche à me lancer dans le MMA. Et j'ai une question bête, mais c'est quoi la différence? Parce que le MMA, c'est des combats, c'est plus violent, entre guillemets, que le... Le MMA, c'est qu'il y a du sol, très codé, non? Le Muay Thai, c'est pied, poing, genou, coude. D'accord. Et une fois que la personne... projection, et une fois que la personne est au sol, on arrête de la victimiser. D'accord. Et le MMA, en fait, il y a cette partie au sol. C'est-à-dire qu'une fois que la personne est emmenée au sol, il y a du grappling, il y a du jiu-jitsu brésilien. Okay. C'est tous les arts martiaux confondus. D'accord. Et au lieu que ça soit dans un ring, c'est dans une cage. D'accord. C'est l'UFC. Mais donc du coup, c'est bête ce que je veux dire, mais tous les coups, je sais pas si on appelle ça des coups, mais tous les coups et les prises que tu sais faire au Muay Thai vont forcément te servir au MMA. Ouais, vont me servir. Maintenant, c'est quand même 2 disciplines complètement différentes parce que je suis complète sur le Muay Thai, mais une fois que quelqu'un m'amène au sol, pour l'instant, je sais pas gérer le sol. Et donc après, ça peut partir en clé, etc. Et donc, oui, d'accord. Oui, donc il y a quand même toute la partie prise au sol, etc. Exactement, que je vais apprendre. D'accord, que je vais apprendre. Et du coup, t'as déjà regardé un peu les clubs, etc. ou... Je commence seulement. Mais je pense qu'il y a ce qu'il faut. Je pense aussi qu'il y a ce qu'il faut. Encore une fois, moi, je cherche... maintenant, ma carrière, elle est derrière moi. Mais je cherche à... Quoique, je reste ouverte à toutes les propositions. Mais normalement, elle est plutôt derrière moi. Non, mais cherche... pour te connaître un peu, si tu te lances, ça va pas être pour y aller juste une fois comme ça. Enfin, je veux dire, sans parler de carrière professionnelle ou quoi, mais t'as plus le caractère de te lancer à fond quand tu fais quelque chose. Donc, je te fais confiance pour maîtriser toutes les clés possibles. Ouais, et puis c'est vrai qu'après,
Il y a le fait de vouloir se comparer aux autres et c'est là où intervient la compétition. Tu t'entraînes tous les jours, tous les 2 jours à faire les mêmes techniques, à faire les mêmes entraînements, les mêmes enchaînements, etc. Il y a un moment que tu as envie de voir ce que ça donne dans la réalité, quoi. Ouais. Voilà. Mais donc on verra. Mais ouais, j'ai beaucoup à apprendre sur ça et je trouve ça très intéressant en fait. J'adore le Muay Thai. Et je ne suis pas du tout en train de le dénigrer ou quoi que ce soit, mais je suis contente d'apprendre quelque chose d'additionnel en fait, à ça, pour être encore plus complète. Non, mais oui, je comprends. Bah écoute, bonne chance. Et puis Merci. On viendra te voir. Ouais, on a le droit de venir voir les... ouais. On a le droit d'encourager, parce que je sais qu'il y a des sports, on n'a pas trop le droit de faire de bruit. Ah, bah là, tu peux venir avec ta... Je ferai une banderole. Voilà, ta banderole, cool. Tu peux crier. À chaque coup que je mets, tu peux lancer un petit « Oh !» Ah !»« Oh !» Tu vois. Je m'entraînerai, ouais, ça marche. Pendant que tu t'entraînes à faire des clés de bras par terre, moi, je révisais mes encouragements. Non, mais c'est chouette. Et du coup, tu trouves le temps de t'entraîner, parce que tu disais tu t'entraînes tous les 2 jours. Là. Enfin, tu citais un exemple, mais dans ton environnement professionnel, c'est des grosses plages horaires. C'est des grosses plages horaires. Après, l'avantage des clubs à Dubaï comparé aux clubs en France, c'est qu'il y a beaucoup de sessions par jour. D'accord. Il y a des sessions le matin, il y a des sessions le soir. C'est plus cher qu'en France, mais par contre, il y a plus d'offres. Ok, donc tu peux y aller le matin avant de donc travailler. Je trouve toujours une solution. Et comme moi, ma clientèle est principalement des agences et des entreprises, déjà, je travaille très peu le week-end. Ok. En tout cas, en opération. D'accord. Donc déjà, j'ai toujours les week-ends où je peux faire du sport. Et puis après, j'arrive toujours à trouver 1-2 soirées dans la semaine pour m'entraîner en plus. Voire plus. Hein. C'est juste que c'est très... mon activité, elle est très saisonnière. Donc je peux avoir énormément de travail pendant quelques semaines. Et puis plus rien pendant de nouveau quelques semaines. Oui, donc c'est pas facile d'être régulier sur les jours d'entraînement. Il faut au moins se dire, voilà, je m'entraîne 3-4 fois par semaine, ça c'est sûr, peu importe la charge de travail. Et puis après, quand la charge de travail elle est moindre, de se dire, je rajoute 1 ou 2 entraînements. Ah oui, oui, donc c'est pas je m'entraîne moins quand j'ai beaucoup de boulot, c'est je m'entraîne quand même à fond. Ouais, et quand j'ai moins de boulot, je m'entraîne encore. Non, mais il n'y a pas de secret. Non, mais il n'y a pas de secret. Si tu veux dire résultat, il faut être régulier. Non, puis en plus, dans le Muay Thai, ta condition physique fait quand même beaucoup, je suppose. Donc si tu relâches... Après, il y a le fait de se dire, si vraiment je suis busy, je ne vais pas aller au Muay Thai, mais je vais aller courir 45 minutes, je vais aller courir 1 heure. D'accord. Je vais aller faire du vélo. Ok. De faire au moins quelque chose pour garder la forme, quoi. Moi, je suis déjà allée courir avec toi et je conseillerais aux gens de ne pas y aller. Non, je plaisante. C'était incroyable. Non, mais ça m'a... Parce que je préparais un semi-marathon et du coup, vu que Marie... je savais que si je me préparais avec toi, je serais prête, quoi. J'étais prête, hein. Je veux vous dire que le jour du semi, ça a été moins dur que... C'est intéressant. Ouais. Un coach qui disait, si c'est dur sur le ring, si c'est dur à l'entraînement, c'est moins dur sur le ring. Ouais, moi, c'est beau et c'est vrai, en fait, il faut se pousser pendant les entraînements pour que le jour J de la compétition ou du marathon ou du semi-marathon, ça soit, je vais pas dire que ça va être facile, oui, mais en tous les cas que tu sois suffisamment confidente pour te dire ok, ça a été tellement dur que je vais y arriver. Et il y a une dernière question que je voulais te poser qui me tenait à cœur parce que j'en ai pas encore parlé, c'est que donc tu ne vis pas seule parce que tu vis avec Narco, ton chien. Exact. Est-ce que le plus beau chien de Dubaï. Le plus beau chien du monde entier. Voilà, de l'univers. Un vrai sportif aussi. Parce qu'elle le traîne à faire des randos et tout ça. Et il y a des fois où il est un peu, on va dire, essoufflé. En souffrance, ouais. Mais non, ça me tenait à cœur d'en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des animaux de compagnie à Dubaï. Et je voulais juste te demander, est-ce que ça a été... Parce que tu l'avais déjà quand tu étais en France ? Je l'avais déjà quand j'étais à Paris. Et quand le projet Dubaï s'est mis en place, donc j'ai réfléchi à comment on allait gérer le truc. Parce que tu peux juste me rappeler la race, parce qu'il est quand même grand. Enfin, c'est pas un petit c'est un gros bulldog de 32 kilos. Ouais, tout le respect que j'ai pour les chihuahuas, mais c'est pas... c'est un gros modèle. C'est un gros modèle. Et en plus, c'est des chiens fragiles. Donc, il y a plusieurs races comme ça de chiens considérés comme fragiles. C'est tous ceux, notamment, qui ont le nez écrasé. Donc, les bulldogs, les boxers, ce genre de race. Et donc, la difficulté, en tout cas pour Dubaï, c'est que ces chiens-là ne voyagent pas, comme ils sont considérés comme délicats, ils ne voyagent pas en vols commerciaux. Donc ils sont considérés comme délicats, mais pas dangereux, parce que je sais qu'il y a aussi une liste de races... Oui, tout à fait. Il y a aussi une liste de chiens interdits. Oui, il y a des chiens interdits, je savais. D'accord, ok. Donc non, en fait, moi, dans mon cas, c'était pas dangereux, mais c'était délicat, pour le fragile. voyage.
pour les voyages. D'accord. Donc, ça a été hyper compliqué de le faire venir. Déjà, ça m'a coûté un bras. Je pense que ça m'a coûté 3 fois le prix du chien. Ouais, ça m'a coûté 1 200 € de faire venir mon chat. De faire venir mon chat. Ouais, purée. Ouais, bah moi, ça a dû me coûter... mais moi, c'était ma faute. Mais... C'est-à-dire en fait, moi, je me suis pas organisée à temps, comme ce qui m'arrive très souvent dans ma vie. Et quand je me suis rendu compte qu'il fallait des vaccins, des trucs que j'avais pas fait, en fait, il y avait un délai de carence entre le premier vaccin et j'étais pas du tout dedans. Enfin, moi, j'avais déjà mon billet d'avion, je partais 1 mois après. Du coup, j'ai dû laisser mon chat à une copine à Paris qui s'en est occupée pendant 2 mois, pendant le délai de carence. Et du coup, je suis passée par une association, mais qui m'a sauvée. Mais du coup, l'association s'est occupée de mon chat et allait la récupérer chez mon ami, la garder pendant une nuit, à gérer les derniers papiers, parce que pour les chats, en tout cas, il y a 6 ans, tu devais faire tamponner un papier dans les dernières 24 heures. Du coup, l'association s'est occupée de tout. A pris le billet d'avion, l'a emmené à l'aéroport, etc. Et du coup, forcément, tu payes. Mais... Alors, moi, ce que tu racontes là, pour mon chien, en tout cas, ça, c'était obligatoire. C'était pas optionnel. Même si t'étais en temps et en heure. Comme c'est des chiens délicats, t'es obligé de passer par une agence dont c'est le métier, qui s'occupe, alors pas de tout, mais en tout cas qui s'occupe au moins de lui prendre son billet d'avion fret, en fait, parce que du coup c'est du fret. Ah bah oui, parce que tu peux pas le prendre avec toi dans ton vol. Qui s'occupe de gérer les derniers papiers à la douane. Et en plus de ça, effectivement, nous, j'ai fait faire à ma mère, mais on a fait tous les... je vais donner ce petit cadeau. On a fait tous les vaccins, etc., pour qu'ils soient prêts. Et déjà, ça coûte un peu d'argent. Et en plus, donc, il y avait cette agence à payer. L'autre contrainte liée à sa race, c'était que tu signes une décharge comme quoi, s'il arrive quoi que ce soit sur le vol, t'es pas responsable. Oh là là, oui. Donc quand même, il y a un petit coup de pression. Un petit coup de pression. Et puis, donc, ça te met quand même face au fait que, voilà, il se décharge complètement s'il se passe quoi que ce soit. Mais évidemment, tu n'as jamais hésité à l'emmener ou pas avec toi. J'ai hésité parce que quand j'ai vu le parcours du combattant, sans parler de montant, je trouvais que c'était le fait, en effet, de ces vaccins, tout ce qu'il y avait à faire pour que ça soit dans un délai qui était quand même hyper court, avec des deadlines bien spécifiques. Et puis au-delà de ça, je me suis dit, ok, je vais faire tout ça, il va arriver, et si l'environnement ne lui plaît pas. Et par rapport à son bien-être à lui aussi. Son bien-être à lui, il y a quand même 3 mois dans l'année où c'est impossible à vivre dehors pour nous. Comment un chien... voilà. Je me suis quand même posé la question, surtout que, encore une fois, c'est pour les chiens fragiles. Et pour les chiens fragiles, c'est one way. C'est-à-dire que tu signes la décharge en disant que s'il se passe quoi que ce soit, t'es pas responsable. Et en plus de ça, que tu vas pas le ramener chaque été en vacances en France. Donc ça veut dire qu'ils acceptent de prendre le chien dans la mesure où il ne revient pas. Ouais, je comprends. Ouais. Donc faut quand même être sûr du truc. Et puis bon, en fait, après rapidement, ça c'est, je me voyais pas laisser mon chien. Ouais, je comprends. Mais du coup, est-ce que dans la vie de tous les jours, Dubaï, par rapport aux chiens, il y a quand même beaucoup d'endroits où tu peux l'emmener? De plus en plus, maintenant, il y a une plage à Dubaï. C'était pas le cas quand je suis arrivée. On était obligé d'aller dans un autre émirat, à Umm Al-Quwain. Maintenant, il y a une plage à Dubaï où les chiens sont tolérés. Dans l'eau aussi? Dans l'eau aussi. Sans laisse. D'accord. Donc, c'est quand même pas mal. C'est trop cool pour eux. Il y a beaucoup d'endroits maintenant de restos, etc., où les chiens sont acceptés. Pas les chiens aussi gros que les miens. D'accord. Mais les chiens d'une taille un peu plus normale sont acceptés. Je suis tombée la dernière fois dans un petit café, dans un petit centre commercial. En plus, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Et en fait, ils ont un local de toilettage. Et donc, tout est vitré, donc tu peux les voir se faire pouponner. Et après, toi, tu peux, même si tu viens sans animal, tu peux te poser dans le café. Et du coup, les gens qui attendent ou qui viennent de sortir du toilettage, ils ont tous leur chien ou même leur chat dans le petit café. Et même les gens qui venaient sans animaux, ils étaient trop contents. Ouais, il y a vraiment de plus en plus de cafés, plus en plus d'endroits où on peut les ramener, donc c'est quand même cool. Pareil, il y avait beaucoup de tours aussi avant qui étaient pas du tout pet-friendly. Ah oui, tu veux dire même quand tu... Pour le living, pour te loger? Pour se loger. Et maintenant, c'est de moins en moins le cas, donc... c'est cool. Donc ça n'a pas été un frein pour toi Non, ça a été... Et tu sens qu'il s'est bien adapté? Oui, alors après, c'est toujours la question de se dire, est-ce qu'il vaut mieux que l'animal soit avec ses maîtres dans un environnement qui n'est pas le sien, ou de le laisser dans un environnement qui est le sien sans ses maîtres?
Voilà, moi j'ai choisi la première option. T'as fait le choix C'était peut-être de un peu garder égoïste. avec toi. Il a pas l'air malheureux. Mais... Non, il n'a pas l'air malheureux. Honnêtement, c'est un chien d'appartement maintenant. Il a 8 ans. Donc, il n'a pas eu de problème de santé particulier depuis qu'il est à Dubaï. Je veux dire que ça n'a pas impacté. Non, mais par contre, j'entends quand même souvent que le fait que ça soit pollué, poussiéreux, etc. La qualité de l'air, etc. La qualité de l'air, ça peut impacter certains animaux, comme certains humains d'ailleurs aussi. Mais non, ça n'a pas été mon cas. Ok. Tant mieux. Bon, bah c'est un beau témoignage. Alors. Voilà. Du coup, c'est une belle conclusion. Je te remercie beaucoup d'avoir pris de ton temps. Je sais que tu es très occupée. Mais je t'en prie. Donc, je te souhaite toute la réussite déjà dans ton entreprise et je suis prête à venir t'encourager dans la cage quand tu auras commencé. Ça marche. Rendez-vous dans la cage. Ça marche. Très belle conclusion. Rendez-vous dans la cage.